Donc grâce à André, j'ai compris les subtilités locales qui résultaient des chevauchements entre coutumes administratives et civilisation kanak, et qui sont souvent mal maîtrisées par les gens extérieurs au village. Mais quand je dis par les gens extérieurs au village, c'est même des Kanaks qui sont extérieurs au village. Ce n'est pas uniquement les non-Kanaks qui ont des problèmes à maîtriser ces choses-là. En effet, en dehors d'Arama, tout le monde appelait André grand chef. Mais lui, quand il discutait avec moi, il insistait beaucoup sur une chose: il n'était que le chef administratif, le grand chef, entre guillemets, administratif d'Arama. Il n'était pas le Théamin d'Arama. Le Théamin, c'était un Aonvac, donc c'était le Théamin qui avait été accueilli par les Théayuen et qui, au cours des générations, avait donné le groupe du Théamin Aonvac. Donc c'était un Aonvac, ça n'était pas un Théayuen. Alors, ce Théamin Aonvac, en fait, à l'époque, c'était un jeune homme qui n'habitait pas à Arama, il venait très rarement à Arama, il habitait à Nouméa, mais le Mouéao, c'est-à-dire le frère cadet, lui, habitait à Arama, c'était Jackie Aonvac, que j'ai bien connu, et ils avaient deux sœurs, alors qui elles aussi habitaient à Arama, c'était Kavo, une femme tout à fait extraordinaire, et Hiré, qui elle aussi était très sympathique. Alors ça, c'était des gens que j'ai bien connus. Billy Aonvac, je l'ai beaucoup moins connu parce que quand il est revenu à Rama, je ne venais plus que pour un mois, 2 mois, 15 jours, etc. Je n'ai pas été amené à le connaître aussi bien. Alors c'était eux qui étaient les plus hauts dignitaires de la société locale. Et ce qui se passait, c'est qu'ils avaient des titres qui était, je l'ai dit tout à l'heure à propos de Hotmawab, qui était répandu dans toute la région et qui indiquait très clairement qu'ils étaient des personnages importants, les dignitaires importants, soit les femmes, Kavo, Hiré, soit les hommes, Théamin, Mouéao, pour chaque grande maison de Hotmawab. Alors André, lui, dans ce cadre-là, dans ce cadre de la grande maison, c'est-à-dire dans le cadre de la civilisation kanak, il était ce que j'ai appelé l'orateur de la grande maison. On dit parfois porte-parole, mais ça laisse entendre qu'il porte la parole du Théamin. Ça ne se passe pas exactement comme ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Ce n'est pas simplement un porte-parole au sens français du terme. Alors, très rapidement, pour moi, il n'y avait plus de confusion possible. Et ce que j'observais dans les cérémonies importantes, qui achevaient complètement de me clarifier, disons, un peu sur ces questions, c'était, par exemple, dans un Thiam, quand la grande maison à Aonvac arrivait quelque part, elle était représentée par une dyade, et la dyade, c'était Jackie Aonvac et André Théayuen. Alors, Jackie faisait les gestes de transfert et de contre-transfert des prestations cérémonielles, c'est-à-dire les prestations d'objets cérémoniels, et André, il faisait les transferts, les contre-transferts de discours cérémoniels en synchronisation avec Jackie. Et ça fonctionnait d'ailleurs de manière tout à fait remarquable. Alors aujourd'hui, c'est un des fils d'André qui, hélas, est décédé. C'est Aimé-Paul Théayuen qui a pris le relais en grande partie dans ce rôle d'orateur. Et j'ai connu Aimé-Paul, il avait à peu près 18 ans en 1992, maintenant bien sûr. C'est un homme mûr avec des enfants. Et j'ai aussi beaucoup appris avec lui. Mais j'ai beaucoup appris avec la quasi-totalité des gens avec qui j'ai pu discuter ou qui ont accepté de discuter avec moi, c'est-à-dire quand même, oui, une bonne 50aine de personnes, hommes et femmes confondus, peut-être un peu plus,
pour Arama, je ne parle pas pour d'autres régions, j'avais aussi beaucoup d'amitié pour le Théamin de Pimboa, avec lequel Dominique Bretteville a beaucoup travaillé, hein, Waima Maluma, et d'autres personnes de Pimboa, mais pas seulement de Pimboa. Bon, comme j'avais beaucoup travaillé sur les cérémonies, j'avais envie de passer à autre chose. Mais on ne passe jamais complètement à autre chose parce que tout est lié, hein. Mais je voulais quand même passer à autre chose. Et alors j'avais beaucoup de données sur des tas d'aspects du social, certaines que j'ai absolument pas traitées, d'autres pour lesquelles j'ai fait un article, 2 articles, etc. J'avais beaucoup de données, même sur des points qui n'étaient pas du tout documentés, en tout cas pour cette partie de la Nouvelle-Calédonie, et en tout cas à cette époque-là. Et quand je suis revenu du terrain, c'est-à-dire en 1994. Et alors, la première chose sur laquelle j'ai hésité à travailler, ça a été le rapport parenté-adoption. Je vais en parler rapidement. Mais en fait, il y avait des vrais problèmes techniques de parenté, d'une part, et il y avait beaucoup de choses sur les adoptions. Alors là, énormément de choses sur les adoptions. C'était très très riche. Ce qu'on appelle en français des adoptions, en fait, c'était très, très différencié. Mais là-dessus, il y avait soit déjà des publications, soit des recherches en cours. Donc, comme je cherchais des thèmes importants qui n'avaient pas été traités ou pas trop été traités, j'ai regardé ailleurs. Et une des premières choses que j'ai trouvées, ça résultait du fait que le Conseil Otmawap avait beaucoup travaillé sur les formes kanak d'organisation locale, ancienne, on va dire, qui, selon les endroits, avaient été soit étouffées, soit déstructurées, soit parfois peut-être complètement détruites, c'est difficile à dire, par la colonisation. Alors, nous nous promenions dans tout Otmawap et les discussions étaient menées par le président du Conseil Otmawap, André, et tous les dignitaires participaient. André encourageait même les femmes et les jeunes gens à participer, ce qui était quelque chose d'assez novateur à l'époque. Ça ne se faisait pas traditionnellement dans le monde kanak, mais André avait une perspective comment dirais-je, de renforcement, de transmission de la civilisation kanak, qui était quelque chose de très important. C'est ce qu'il m'avait dit dans son discours d'accueil, hein. C'était très important pour lui et il pensait qu'il fallait que les jeunes et les femmes participent à ce processus, ce qui était quand même relativement novateur dans cette partie de la Nouvelle-Calédonie à cette époque-là. Et donc nous allions de société en société, hein, avec un tableau noir, une craie, etc. On reconstituait, ou on tentait de reconstituer ce qu'avait été la société en question avant qu'elle soit complètement déstructurée par la colonisation, la mise en réserve, etc. etc. Enfin, tous les processus qui avaient eu lieu pendant les 150 années précédentes. Alors, il y avait un endroit où ça, c'était parfaitement maîtrisé, c'était précisément Pimboa. À Pimboa, le Théamin, Waima Maluma, et mon collègue Dominique Bretteville, dont j'ai parlé tout à l'heure, connaissait parfaitement ces données qu'on appelle d'organisation sociale pour Pimboa. Mais alors, c'était loin d'être toujours le cas, et on retrouvait évidemment ce dont j'ai parlé tout à l'heure, les antagonismes entre groupes de parenté, les recherches de prestige, un certain nombre d'ambiguïtés sur des toponymes, sur des noms de personnes, sur des noms de collectifs, etc., qui sont très très courantes en Nouvelle-Calédonie, ou plutôt plus précisément en Kanaki. En travaillant, ça a duré, ça a été sur une période de plusieurs mois, en travaillant avec le Conseil Otmawap, j'ai appris énormément de choses. Alors, il y a une chose aussi qui s'est passée, c'est qu'un certain nombre d'informations, on m'a demandé de les garder secrètes. Alors, si bien que je ne les ai même pas notées dans mes cahiers. À un moment, je me suis dit, quand j'étais plus jeune, disons, je me suis dit, bon, je m'en souviendrai toujours. Et puis, si un jour je peux les dire, je les dirai. Et
je ne suis pas sûr que je m'en souvienne aujourd'hui, donc elles sont restées secrètes. Voilà. Alors j'avais aussi énormément de données sur les noms, sur la nomination, qui était un domaine assez mal connu. Alors, évidemment, comme souvent dans toutes les sociétés océaniennes, hein, cérémonie, organisation sociale, nomination, tout ça, c'est véritablement très très imbriqué. Hein, c'est constitué comme une sorte de tressage, de panier, hein, pour pouvoir faire, comment dirais-je, quelque chose de vivable et de vivace dans une société orale. Et je me suis dit qu'il y avait pour Arama, ce que j'avais essayé de remettre, le puzzle que j'avais essayé de reconstituer de l'organisation sociale d'Arama, il y avait une part considérable de la nomination dans ce puzzle et qu'il fallait que j'essaye d'y comprendre quelque chose. Donc cette organisation de la grande maison. Alors, par chance, j'avais pu travailler sur les noms-titres du Téamin et son cadet, le Moéao. Parce que d'une part, il y a ces titres qui sont une sorte de langage universel de l'ensemble de Haute-Mawap, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure, Téamin, Moéao, Kavo, Hiré, mais d'autre part, ces gens-là ont des noms-titres. Hein. Alors j'appelais ça nom-titre aujourd'hui, à l'époque je n'appelais pas ça nom-titre, mais parce que clairement, c'est un peu comme en Polynésie, ce sont des noms extrêmement valorisés, puis on va voir comment ils sont pas valorisés, si j'arrive à l'expliquer clairement, parce que ils sont valorisés, mais d'une manière très très compliquée à comprendre d'abord, et puis ensuite compliquée à expliquer, parce qu'ils sont valorisés dans la mesure où ces noms, qui sont des noms de personnes, sont dispatchés en direction d'autres personnes ou en direction de parties de la grande maison. Alors, organisation sociale, nomination, cérémonie. Comment fonctionnent les interactions ? Ben, il y a un principe très très simple, hein, c'est le principe de la préséance. Alors, pour les langues austronésiennes, en particulier autour de Fox, il y a énormément de débats autour de cette histoire de préséance. Il y a eu aussi énormément de débats autour de hiérarchie et préséance. Jos Plattenkamp, justement, s'est inscrit en faux en disant non, 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 la préséance, c'est pas la même chose que la hiérarchie du Dumont. Et c'est vrai. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on est avec pour l'Océanie en tout cas et l'Indonésie, on est avec deux concepts principaux qui ont été bien travaillés par les anthropologues, la préséance d'une part, hein, et la hiérarchie dumontienne d'autre part. Alors tout ça, c'est des manières de faire des distinctions dans le social, hein, mais il y a bien d'autres manières de faire des distinctions dans le social. On va trouver, si on cherche sérieusement, si on suit en particulier les arguments de Graeber et Wengrow dans le dernier bouquin de Graeber, hein, si on arrête de se dire je suis un disciple de Rousseau et je me demande pourquoi il y a de l'inégalité dans les sociétés et qu'on prend le problème à partir de l'ethnographie et qu'on se dit oui, il se passe des choses dans les sociétés où il y a des distinctions et on va essayer de comprendre les distinctions et au fond l'égalité, qu'est-ce que c'est ? L'égalité, c'est une revendication dans les sociétés. Ce n'est en rien, contrairement à notre image du bon sauvage, d'autres choses comme ça, ce n'est en rien une norme du social. Il y a des tas de sortes de distinctions dans les sociétés. Nous avons des idéaux, nous avons des revendications, plus d'égalité, de l'égalité. Nous vivons dans des sociétés qui sont totalement inégalitaires. Ce que j'entendais à la radio hier, c'est qu'on a un milliardaire français qui est la plus grande fortune du monde, qui a été la plus grande fortune du monde pendant une demi-journée, parce qu'ensuite, les actions de Tesla, je crois, ont remonté, et hop, c'était un Américain qui lui a pris le flambeau. Enfin, on vit quand même dans ce monde-là, et constamment, on a cette fiction que liberté, égalité, fraternité. Non, ce sont des revendications, ce sont des buts, ce sont des visées, il ne faut pas les lâcher, mais hélas, on est dans du social différencié. Hein. Alors, mon premier article que j'ai publié sur Arama, dans l'Homme, et puis que j'ai publié en anglais dans une version un petit peu différente
dans le Zeitschrift für Ethnologie à la demande de Georg Pfeffer. Il m'a dit, oh, c'est bien, tu ne fais pas du postmodernisme, il faut publier ça. Mon premier article, ou ces deux articles-là, portent sur les principes de base de cette grande maison à Anvach d'Arama. Bon, à l'époque, j'étais très fier, je me disais, ouais, j'ai trouvé un truc, etc. Et en fait, j'ai eu l'impression que ça n'intéressait absolument personne. Bon, enfin voilà, c'est une parenthèse. Alors, les données ethnographiques étaient extrêmement touffues. Je les avais acquises par petits morceaux, mais elles s'éclaircissaient une fois de plus grâce aux cérémonies. Alors, d'une part, la cérémonie de prémisse des ignames qui, partout en Nouvelle-Calédonie, a une importance absolument fondamentale, hein, puis dans beaucoup d'endroits d'Océanie aussi, Fidji, mais pas seulement Fidji. Hein. Alors ça, c'était un premier éclairage, en particulier pour, on va dire, l'organisation des grandes dimensions, l'organisation de la grande maison, mais dans ses grandes dimensions. Et alors j'avais, dans les discours de Thiam, j'avais une partie des discours de Thiam qui étaient prononcés extrêmement vite, mais alors j'avais une chance formidable, j'avais pu les enregistrer d'une part, et puis j'avais travaillé avec André la veille d'un de ses discours, et il les répétait. Et j'avais enregistré les répétitions. Et quand il les répétait, il les disait beaucoup moins vite. Et donc ensuite, j'ai pu travailler avec André sur ces discours de Thiam et les déplier, les publier dans mon livre. Et là, j'avais une sorte de mise à plat à travers des noms, principalement. Alors soit des toponymes, soit des noms de Yamevu, soit des noms de dignitaires. J'avais une mise à plat de l'ensemble, ou le quasi-ensemble de la grande maison d'Arama. Alors, la grande maison à Anvach, à Arama, comportait 4 hameaux qui ne sont pas nommés hameaux, ils sont nommés maisons. Donc ça donne en Néon-Layou la grande maison Moué-Moins, hein, et la maison Moins. Alors là, tous les gens qui parlent des langues austronésiennes, ou beaucoup des gens qui parlent des langues austronésiennes, immédiatement, on reconnaît par exemple en Ruma, en indonésien, hein, qui est la maison et qui a une importance sociale tout aussi importante que ce dont je parle là pour la Kanaki. Alors la difficulté, maintenant qu'on avait ces 4 maisons qui formaient la grande maison, la difficulté qu'il y avait, d'un point de vue logique, c'est que dans la cérémonie des ignames, eh bien, il y avait une de ces 4 maisons qui représentait ou qui présentifiait la grande maison dans son ensemble. C'est-à-dire qu'on avait une partie qui valait pour le tout. Alors là, c'était quelque chose pour laquelle je me disais, ben c'est formidable parce qu'à Erasme, on a beaucoup travaillé sur la notion de totalité, on a eu des interprétations dumontiennes de ça, on a eu Michael Haussmann qui est venu nous présenter ses propres interprétations de ça qui sont aussi un peu différentes même, mais tout aussi intéressantes que les interprétations dumontiennes. Et donc moi j'ai un autre cas de figure, en fait j'ai un autre cas de figure dans lequel la partie vaut pour le tout. Hein, c'est quelque chose qui peut sembler être une sorte de scandale logique, mais qu'on connaît quand on travaille les ethnographies. Alors, en revanche, et contre, entre guillemets, contre, à la différence de ce que Dumont a vu en étudiant le système des castes, et surtout le sommet du système des castes en Inde, on n'a pas des relations hiérarchiques, en tout cas je ne pense pas que le mot hiérarchie puisse s'adapter à ça, mais clairement on a des relations de préséance, c'est des relations qui sont des relations de préséance cérémonielle, c'est très clair, dans ces cérémonies c'est toujours la même maison qui arrive. Il y a déjà la maison centrale qui représente le tout, hein, qui est qu'on appelle origine de la terre, Pundo. Hein. Et puis la première maison arrive, la deuxième maison arrive, la troisième maison arrive, et les 4 maisons sont rassemblées par la préséance. Alors je ne parle pas de la 5e maison dont j'ai parlé
ailleurs, parce qu'à l'époque, on va dire jusqu'en 2017, elle n'était pas intégrée dans la préséance d'Arama. Mais en même temps, on voit comment ce système cérémoniel est évolutif, puisque pendant la colonisation, une cinquième maison qui était en relation très forte avec Arama et qui faisait sans doute partie d'Arama, a été complètement expulsée au loin et depuis de longues années, ça a duré plusieurs décennies, les représentants de cette maison ont pris des contacts de plus en plus suivis, de plus en plus serrés, ils sont remis à résider aussi à proximité, et il va y avoir, je pense, ça semble assez logique, et il y a déjà un début d'intégration de cette cinquième maison au bout de plusieurs décennies, de réintégration, on pourrait dire, dans la grande maison d'Arama. Alors, l'ordre dynamique de la préséance, c'est quelque chose de tout à fait important. Alors c'est important dans une grande partie du monde austronésien, mais je suis absolument convaincu, par exemple, qu'il y a un certain nombre des papiers de Fox qui sont parfaitement argumentés, parfaitement intéressants, qui valent pour l'Indonésie, et qui disent, bon, en gros, la préséance est le reflet des arrivées historiques des groupes. Je suis tout à fait d'accord pour l'ethnographie indonésienne, ça a l'air très très bien démontré. Mais c'est plus compliqué que ça pour la Nouvelle-Calédonie. Bon, ce qui est certain, c'est que le dernier groupe arrivé, c'est le dernier groupe de la préséance. Hein. Mais pour le reste, pour les trois autres hameaux-maisons, je dis groupe, je devrais dire en fait hameaux-maison, mais enfin comme c'est assez lourd avec les heures qui passent, ça m'est un petit peu plus difficile. Donc, j'ai traduit le concept tout à fait simple, tout à fait magnifique de Marshall Salins, le concept de firstness, hein, en particulier dans Islands of History. J'ai traduit ce concept de firstness qui est très très opératoire en Océanie, dans plein de situations, et pas seulement en Océanie. Hein. Je l'ai traduit par antériorité. Évidemment, ça sonne beaucoup mieux en anglais, puis c'est surtout, ça a un impact différent du mot antériorité. Enfin, bon. Cette antériorité, elle est véritablement au centre du dispositif de la préséance. Alors vous allez me dire, bon, c'est un truisme, hein. La préséance, c'est un système d'antériorité. Il y a un mec qui arrive avant l'autre, et ensuite il y a un mec qui arrive après, etc. etc. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est ça qui est absolument passionnant à Arama, c'est qu'il se passe plein d'autres choses qui vont fonder cette antériorité, qui vont la tresser d'une manière encore plus subtile avec d'autres formes d'antériorité. Et c'est ça que font les non-titres dans la grande maison à Anvat. Alors, pour faire simple, on avait sur les non-titres, toujours en haut de la société, et pour les hommes, Te Ama Moeao, hein, on avait dans la même génération l'aîné et le cadet. Donc ça, c'est très facile de voir l'antériorité dans une génération, etc. Alors, ce qui est plus rare, je pense, c'est la succession de 3 générations, hein, ce qu'on peut appeler une alternance de 3 générations, parce qu'on parle souvent d'alternance des générations, mais c'est toujours l'alternance de 2 générations, donc il faut préciser que c'est une alternance de 3 générations. Et c'est un système de nomination qui fait qu'à la génération 1, ben, le Te-Ama, il va avoir le nom numéro 1, le Moeao, il va avoir le nom numéro 1 pour le Moeao. À la deuxième génération, il va y avoir un nom numéro 2 qui est différent du nom numéro 1, et un nom numéro 2 pour le Moeao qui est aussi différent. À la troisième génération, vous allez avoir un nom numéro 3 pour le Te-Ama et le Moeao. Et, ce qui est différent, aussi par rapport à beaucoup d'endroits dans le monde, c'est que ce nom numéro 1 du Te-Ama et du Moeao et du numéro 2 et numéro 3 selon les générations, hein,
eh bien, ils sont valorisés différemment. Et que quand il y a récurrence de ces 3 générations, c'est-à-dire à la 4e génération, on repart sur le nom numéro 1, et ensuite 2, et ensuite 3, etc. Et à nouveau, on repart avec des noms qui sont d'abord très valorisés, ensuite un peu moins valorisés, ensuite un peu moins valorisés. Et alors, c'est ça qui constitue le tressage de la firstness de la grande maison Théa en Vache. C'est ça qui fabrique, parce que c'est très compliqué, c'est dispatché dans les maisons, c'est dispatché dans les noms des dignitaires des maisons, etc. C'est ça qui fabrique la présence de la grande maison. Ça donne quelque chose d'assez robuste. Il y a beaucoup de redondances, évidemment. Il y a un principe unique, et il y a beaucoup de redondances. Il y a 2 principes uniques. Hein. Il y a le principe de la signification aussi, qui est très important. Les noms ont des significations. Ça, je vais peut-être pouvoir revenir dessus tout à l'heure. Mais le principe de l'antériorité, il est véritablement là, sous une forme extrêmement redondante. Il résonne un peu partout dans la société et il répond de cette forme particulière de distinction qu'il y a dans on pourrait dire, sommet de la pyramide, peut-être, de la grande maison d'Arama, la grande maison Théa en Vache.